Alors, nous allons poursuivre par les trois petits cochons qui se situent donc à Issy-les-Moulineaux. Donc, on appelle Thibaut, Laurent, Thibaut de la Laurencie et Marine Bagnery. Si vous êtes bien dans la salle, voilà, pour nous rejoindre. Et on vous laisse installer le PowerPoint. L'idée, c'est quand on fait ces colloques, vous l'avez compris, on est un groupement de sociétés qui prenons du temps pour nous rassembler. Et comme l'a dit un peu Rudy Ricciotti ce matin, l'idée, c'est aussi de cultiver cette capacité que nous avons tous, lorsqu'elle n'est pas trop en sommeil, à être visionnaire sur ce qui est possible de faire, malgré de temps en temps l'impression que nous sommes à contre-courant, la preuve que ce n'est pas le cas. Voilà, alors peut-être je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, merci Gévita de nous avoir invités, SNRock aussi, pour présenter ce projet qui concerne un contexte sportif à Issy-les-Moulineaux. Pourquoi les trois petits cochons? C'est parce qu'on était ici les Moulineaux et que ce projet est le dernier venu dans une série d'équipements municipaux qui ont pris place autour du fort d'Issy-les-Moulineaux. Fort d'Issy-les-Moulineaux qui s'est distingué pendant la guerre de 70 et même avant avec la commune. Le bâtiment comporte 3 volumes. Mais c'est pas pour ça, c'est surtout parce qu'à côté, il y a une église, une école, l'école Louise Michel, qui est construite en paille. À côté de l'école Louise Michel, il y a un boulodrome construit en bois, et nous, on a construit en pierre, d'où l'analogie avec la fable que vous connaissez. Le projet a une genèse un peu particulière. La ville d'Issy-les-Moulineaux est le maître d'ouvrage, mais a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée donc sa maîtrise d'ouvrage à une SPL, Société publique locale, avec laquelle on est en accord cadre depuis 6 ans maintenant, et qui nous confie des projets à bon de commande. L'agence Artival que je représente, avec un bureau d'études au cœur d'État, un économiste, un bureau d'études cuisine, un bureau d'études acoustiques et un EPC. Un bureau de contrôle, d'abord BTP Consultant, puis Préventec. J'avais dit que je ne le citerais pas le premier, mais tant pis. Et puis un marché en corps d'État séparé, mais avec aux grosses œuvres SPI Batignolles, avec sa filiale Outarex. Ce projet, au départ, commence par une petite commande de rénovation d'un gymnase assez vieillissant, ici, là, ou qu'on voit là, un gymnase construit dans les années 80, qui était construit sur un rez-de-chaussée en béton, avec une charpente bois qui, recouverte d'une tôle, suffisait au bonheur des écoliers qui venaient faire du sport. Il prend place autour du fort d'Issy-les-Moulineaux, qui a été, on ne peut pas dire réhabilité, mais en tout cas occupé par tout un programme de logement réalisé par Architecture Studio, qui a en fait peuplé l'intérieur du fort avec en densifiant les différents bastions, avec des immeubles un peu plus hauts. Tout autour, on a l'ancien No Man's Land qui a été progressivement occupé par des équipements de façon plus ou moins désorganisée, avec une géométrie qui suit plutôt le tracé des rues que la géométrie pourtant assez forte du fort. L'école Louise Michel dont je vous parlais est ici, construction en paille, le boulodrome ici, et le programme va se dérouler sur cette parcelle accolée au terrain de foot qui est juste à côté. Dans l'état actuel, donc on a au programme, on a la rénovation de l'existant qui consiste en une salle omnisport. Il y avait une salle de tennis de table ici et au rez-de-chaussée de cet équipement, des vestiaires et les douches attenants. Un terrain qui comporte ici des terrains de boules en plein air qui viennent compléter l'installation plus sophistiquée à côté, et le terrain de foot ici avec un parking ici qui servait à tout le monde de façon gratuite, ce qui fait qu'il était assez occupé. Le programme s'est rapidement enrichi
puisqu'il est, on nous a demandé, enfin, est venu dans le programme l'association Omnetmen, qui est une association sportive arménienne, avec laquelle la ville d'Issy-Moulineaux venait de passer un partenariat. Et cette association, qui allait installer son siège international ici, à Issy, avait besoin aussi d'une salle omnisport. Le partage était compliqué, et donc assez vite, on nous a dit bon, il faut en construire une deuxième. Et puis, le cahier des charges de l'association venant s'ajouter à celui de la ville, il a fallu construire un restaurant avec sa cuisine, une salle de danse, un dojo, des salles de classe, des bureaux, un parking souterrain, des vestiaires, des douches complémentaires pour tout ça. Donc on est parti d'un petit projet de rénovation à finalement un complexe sportif relativement important. Donc il fallait démolir la salle de table qui était juste, je reviens juste là, qui était en bleu, la salle secrétaire à gauche, et on l'a reconstruit à droite. Le volume 2, donc c'est le bâtiment existant, et on devait construire le volume 3, c'est donc une nouvelle salle omnisport. Il y a même un volume 4, mais qui est plutôt une extension du volume 3 sur l'arrière. Tout ça autour d'un puits de géothermie qui, évidemment, nous a compliqué la vie, qui était ici, qui descend à 650 mètres et qui alimente tout le fort d'ici, les Moulineaux, notamment tous les logements. Donc le projet, juste j'en profite, j'ai le plan masse, il vient essayer de corriger un petit peu le manque de géométrie de tout cet ensemble pour essayer de reconstituer en valeur, tout en gardant l'alignement avec la rue. Avec ce petit déhanchement ici du volume 1 qui vient retrouver, faire un rappel pour montrer quelque chose derrière, pour faire un petit clin d'œil au fort qui est juste derrière. On a signé le contrat en 2019, on a mené les études en visio pendant le Covid, et les travaux sont déroulés de 2021 à 2025, donc il a été livré le 2 juillet de l'année dernière, pendant la guerre en Ukraine, avec donc un certain surcoût sur les travaux qui se sont élevés à 25 millions d'euros. Je n'en reviens toujours pas qu'on nous ait confié ce projet, parce qu'on était une petite agence, hein, nous on est architecte du patrimoine, on s'occupe beaucoup de restauration, donc on était 5 à l'époque, on n'avait pas de projet de construction neuve en pierre, mais le maître d'ouvrage, c'est peut-être aussi l'histoire de cette extension de programme à rallonge, mais il avait commencé à nous faire confiance au début, il a continué à nous faire confiance, et je dois avouer que le défi nous a sans doute poussé à nous surpasser et qu'on est arrivé à pas tout seul, j'y reviendrai évidemment, mais à ce projet finalisé. Donc le projet, on a donc ce qu'on a appelé le volume 1 qui est ici, qui est un bâtiment donc en pierre de taille porteuse, de 40 cm d'épaisseur, qui contient à l'étage une salle de ping-pong, de tennis de table pour les amateurs, et au rez-de-chaussée, une salle polyvalente avec à l'arrière la cuisine qui alimentera le restaurant qui sera dans le hall arrière. Le volume existant a été entièrement rhabillé avec une peau en cortène perforée et il abrite donc la salle de sport actuelle et au rez-de-chaussée tous les vestiaires, les douches et le dojo et salle de danse ainsi que la salle de restaurant. Et à l'arrière, on voit le volume 3 que je vous montre ici de ce côté-là, qui comprend la nouvelle salle omnisport, semi-enterrée, parce qu'il faut rappeler qu'on est dans un environnement, il y a le fort qui surplombe un peu le projet, mais on est plutôt dans un environnement pavillonnaire assez dense, mais plutôt bas. Donc on va avoir un monument qui écrase tout le quartier, la salle omnisport qui doit quand même faire 9 mètres de haut sous poutre, donc c'est-à-dire 12 mètres de haut sous plafond, est semi-enterré.
rapidement l'organisation du projet. Donc la rue Rabelais est derrière. Vous reconnaissez le volume 1, le volume 2, le volume 3. L'accès se fait dans l'espèce de faille qui existe entre le volume indépendant, le volume 1, un peu déhanché, et le volume existant ici. On commence par une traversée du bâtiment pour arriver de l'autre côté dans ce qu'on a appelé la douve, et qui donne accès à un deuxième hall, qui est un hall de distribution, à la fois qui sert de salle de restaurant, de salle de pas perdu pour les parents qui attendent leurs enfants qui font des activités sportives, et qui mène aussi à la deuxième coursive ici, qui est en surplomb, au-dessus des gradins, de la salle omnisport, qui est donc enterrée d'un niveau. À l'arrière, on a tout ce qui est salle de classe pour l'association et bureau administratif. Le volume 3, donc celui-ci, est posé sur un parking souterrain, donc ce qui donne un socle béton assez ferme. Deux fois à chaque fois. Voilà. Maintenant, un rapide parcours du projet avant de rentrer sur les quelques détails. L'état final, là vous voyez ici l'entrée avec le contraste entre la peau cortaine et la pierre. L'idée de ce projet, l'idée qui a sous-tendu le projet, c'est de ne pas avoir, ou d'avoir le moins possible de revêtement. Et donc les matériaux sont montrés le plus possible, le plus beau possible, que ce soit la pierre, que ce soit le métal, que ce soit le bois, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, c'est le hall 2, le hall arrière qui donne sur la douve avec le rempart qu'on voit derrière. Le hall d'entrée avec l'entrée vers les vestiaires du volume 2. C'est vue de la passerelle qui est ici, qui relie les deux étages vers l'entrée. Une autre vue sur le hall qui longe la douve et la douve. Vous voyez ici le rempart et le terrain de foot au fond. Le dojo, la salle de tennis de table, on y reviendra, mais donc cette salle de tennis de table qui doit faire 6 mètres de haut, merci, et est enduite côté intérieur par du béton de chanvre, un enduit chaud-chanvre, qui fait l'isolation thermique tout en gardant des murs respirants. La salle polyvalente, vide et occupée lors du drapeau de la première phase. Et le volume 3, donc la salle, donc avec tout ce qui est en dessous du niveau du rez-de-chaussée, qui est ce niveau-là, est traité en béton apparent, et tout ce qui est au-dessus est en pierre. Ça, c'est côté coursive, avec la coursive qui est là-haut, le hall 2 et la douve qui viennent par ici, et la rue qui est de ce côté-là. Alors, il a fallu évidemment vendre ce projet. Pourquoi la pierre? Alors évidemment, on a fait référence au site, on a dit que c'était un matériau noble, mais aussi, surtout dans une ville comme ici les Moulineaux, ça peut parler parce que on est dans une commune de droite qui cherche, pour qui la notabilité est importante. Donc un matériau comme la pierre, ça parle. Et à vrai dire, ils ont aussi les moyens de leurs ambitions, donc ils n'ont pas trop posé de questions sur le pourquoi de la pierre. Pour nous, c'est quand même un matériau qui est polyvalent, qui est à la fois porteur, mais qui aussi respire, assure une certaine régulation hygrothermique. C'est un matériau qui est pérenne et qui, on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas sur 50 ans de durée de vie d'un bâtiment, mais plutôt sur 100 ans. Et c'est des façades qui ont deux couches. Une couche de pierre, une couche de béton de chanvre. Donc les deux couches sont faciles d'entretien. On sait quand il y a un défaut d'isolation, parce qu'on voit que c'est tombé, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une façade contemporaine. Et donc on sait entretenir ce bâtiment, c'est facile. Non seulement c'est durable, en plus c'est facile. Le béton de chanvre, c'est la même chose, c'est un matériau naturel, c'est une performance inaltérable, c'est pas un isolant qui va se tasser au fond tout en bas, ou alors qui va même s'il prend l'eau, il garde ses performances.
Et c'est pareil, on se fait intervenir dessus sans démonter tous les parements intérieurs. On sait très bien quand ça ne va pas. Mais c'est aussi évidemment une référence aux carrières, parce qu'on est sur le fort des Moulineaux sur des carrières de blanc de Meudon. On a aussi le dialogue avec le rempart. Donc on est déjà dans un environnement où la pierre est présente. Et donc, voilà, tous ces arguments ont convaincu une maîtrise d'ouvrage qui finalement était déjà convaincue d'avance, puisque ça n'a pas posé question. Mais le projet n'était quand même pas très bien parti. Bon, à part les extensions du programme, on est parti avec un bureau d'études tout corps d'État qui nous a fait un projet en trahissant un petit peu notre intention. On voulait une pierre de taille porteuse, on voulait qu'elle soit porteuse, et en fait, il a construit un projet avec une pierre de 25 et toute une ossature, toute une charpente métallique derrière qui était censée retenir les efforts au vent. Je dois avouer, là, je prends aussi ma part de responsabilité. On aurait dû refuser ce projet, mais on était pris par le temps. Après le Covid, évidemment, tout le monde était pressé. Il fallait lancer le projet. Puis j'ai fait confiance à ce bureau d'études. Moi-même, j'avais l'expérience des églises ou des monuments en pierre, mais je n'avais jamais construit de murs neufs de cette hauteur. Hein. Il s'agit quand même de murs qui font jusqu'à 9 mètres de haut, sans plancher intermédiaire, donc avec un certain élancement. Et donc, j'ai cru ce bureau d'études, je lui ai dit, bah oui, bon, d'accord, la structure métallique. Sauf qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas. La souplesse du métal est beaucoup plus importante que celle de la pierre, et donc le métal n'allait pas pouvoir reprendre les efforts au vent soutenus par la pierre. Donc, on s'est retrouvé en béton avec de la pierre de Parmont. Alors, il a fallu batailler, il a fallu se fâcher. Bon, c'était compliqué. Donc, elle nous a proposé évidemment des moins-values, des choses plus faciles, mais bon, moi je voulais un immeuble en pierre de taille porteuse. Je ne sais pas pourquoi, sans doute par intuition, sans doute par dogme, mais aussi parce que je sais qu'il y a moins de pathologie dans un matériau unique, et que quand on commence à assembler différents matériaux qui travaillent différemment, on s'expose à des sinistres. Donc la maîtrise d'ouvrage nous a suivis, et malgré la plus-value de 500 000 sur la première phase et ensuite celle de 400 000 sur la deuxième phase, pour des murs plus épais, il a fallu redessiner tout le projet, de 40 cm d'épaisseur. Et tout ça, la faisabilité de cette nouvelle solution a été rendue possible grâce au bureau d'études d'exécution de l'entreprise, bureau d'études d'exécution qui est spécialisé dans la pierre, représenté par Marine qui va parler tout à l'heure. Et donc c'est plutôt Stono donc, qui va présenter le parti technique, qui finalement a été plutôt travaillé en exécution qu'en phase projet, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas tout à fait normal. Oui, voilà qu'on veille au temps de parole suffisamment, vous êtes 3 au lieu de 2, donc je vous laisse vérifier que chacun ait son temps de parole. Voilà un petit peu à quoi ressemble le plan de calpinage, qui a été donc proposé, retravaillé, re-retravaillé par Rocamat, Benjamin Nicolas qui est là, parce qu'on ne voulait pas un effet d'escalier, parce qu'il fallait aussi tenir compte des contraintes techniques de report, et la solution qu'on va détailler sans doute avec Stono, de post-contraintes avec des tirants qui sont positionnés de façon judicieuse et extrêmement précise en fonction du travail de la façade par rapport à son exposition, par rapport au vent, etc. Et aux ouvertures aussi qui sont créées. Les deux couleurs de rouge et de vert correspondent à une division dans l'achalandage des pierres. L'entreprise a complètement revu, parce qu'évidemment, je vous rappelle que Steve Batignolles est plutôt spécialisé dans le béton plutôt que dans la pierre. Ils ont complètement revu leur process et ils ont travaillé sur comment on travaille avec un matériau qui arrive par camion, par 5 camions par jour, et avec des petits éléments qu'il va falloir trouver. Il va falloir trouver une place, il va falloir ensuite pouvoir les prendre
Et donc, les verts, c'est un outil de levage, le rouge, c'est un autre outil, et bon, il y a tout un travail d'organisation assez particulier qui a été fait. Et donc, ces deux tirants relient quand même le plancher haut du rez-de-chaussée qui donc couvre la salle polyvalente et la cuisine, et en haut, c'est la poutre de chaînage qui soutient la crotère et qui est au niveau de la toiture. Parce que cette toiture, n'ayant pas l'effet pinacle nécessaire, n'étant pas assez lourde pour stabiliser les murs, il a fallu rajouter ces tirants qu'on a tendus une fois que la pierre était montée. Voilà les détails en pied et en tête de ces tirants qui viennent en bas, non pas prendre le béton, hein, évidemment on ne prend que la pierre en bas, c'est-à-dire ici. Il y a une réservation dans la pierre. Et donc, c'est un peu l'histoire de la pile de sucre qu'on peut tenir entre deux doigts facilement, mais dès qu'on relâche la pression, les sucres tombent. Et en haut, par contre, on vient se fixer sur la poutre en béton qu'on vient, alors petite concession, on vient mettre une planelle en pierre. Je vous laisse veiller au temps de parole. Parce que je n'aurai pas une salle qui parte dans les gares, dans les aéroports après, puis peut-être si Mme Bagneri veut compléter. On m'a coupé. Mais je vous laisse encore une fois, non, mais c'est juste parce que c'est le deuxième rappel. Voilà pour qu'on retienne la montre. Je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vais terminer là parce que de toute façon, mes autres diapos sont partis. Ah, peut-être après. Donc, j'ai plus rien. Il est là. Pour faire la... Je vous laisse présenter parce que du coup, vous étiez prévu à être deux initialement, vous êtes trois. Peut-être vous présenter, puisque je ne l'ai pas fait en vous appelant à l'estrade en attendant que vous tout en place. J'ai presque fini. Alors, il y a un micro fixe sur la table, oui, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est presque fini, je voudrais juste, je vais passer quelques slides, mais j'ai fait un petit comparatif de, quand même de coûts. Bon, ça c'est le levage, on va pouvoir passer. C'est le chantier, le béton de chambre. Ce qui pourrait être précisé au moment des questions également, hein, s'il y a besoin de faire une synthèse entre... On peut revenir juste 3 slides en arrière. Voilà. Oui, par rapport, je me suis amusé à faire juste un petit comparatif de coûts entre une façade solution béton et une façade solution pierre. Façade de béton, comme je disais, c'est un peu une façade en millefeuille, avec tout un tas de couches qui se succèdent, qui ont des coûts différents, mais aussi des durées de vie différentes. Et donc la durée de vie d'une façade, en termes de performance, c'est quand même celle de sa couche la plus faible. Et celle de la couche la plus faible, on peut dire, c'est quand même le pare-pluie, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'au bout de 5 ans, ils sont encore totalement étanches. Or, on ne démonte jamais une façade pour aller réparer le pare-pluie ou le film d'étanchéité à l'air ou l'isolant qui s'est tassé au fond du placo. Donc, la pérennité d'une façade, à performance égale, on arrive à 5 à 10 ans. Pour la solution pierre, on a une performance qui est quasi sans limite. Mais évidemment, on est 3 fois plus cher. Le tout, c'est d'arriver à convaincre le client que l'investissement vaut la peine. Encore faut-il qu'il en ait les moyens et qu'il ait cette vision de durée, ce qui, pour une collectivité locale, qui par définition est éternelle, ne devrait pas poser de problème. Mais après, c'est une question de moyens. Je laisse la parole à Marine et puis ensuite à Benjamin Nicolas Roquemin. Juste pour information, il nous reste 10 minutes à partager avec Benjamin. Soyez synthétique et il y aura des compléments pendant les questions. J'ai prévenu encore une fois. Voilà. Attends, je passe le slide. Ça marche, hein? On revient en arrière? Non. Top. Donc, je fais vite. Donc, stade complexe sportif Alain, donc, que sa maman appelait Ould Cacha.
Ça marche? Non plus, hein. Si? Vous m'entendez? Pour ce projet, le volume 1 d'abord. Et il nous dit, bah, voilà, le principe constructif, c'est ça. On a une structure métallique, donc un hangar classique, et avec le langage traditionnel hein, de la structure métallique, des belles croix de contreventement. Et puis, bah, au lieu de mettre un bardage acier, le bureau d'études propose une sorte d'enveloppe de 25 cm en pierre. Oudari nous dit bon voilà, est-ce que le 25 en Saint-Leu ça passe, est-ce que on peut supprimer les croix de Saint-André parce que la pierre peut contreventer, etc. Donc et quelle faille ça a dans le DTU, etc. Alors je vais faire très vite, je vais pas énumérer toutes les failles que ça peut poser dans le DTU d'avoir une façade de 25 cm d'épais sur 12 mètres de haut, etc. Puisque les deux problèmes majeurs qu'on doit affronter dans ce cas-là, c'est d'une part ce différentiel de rigidité qu'a déjà évoqué Thibaut entre la structure métallique et la maçonnerie de pierre, où quand bien même conceptuellement on dessine très clairement des croix de Saint-André sur un plan, la rigidité de la maçonnerie est telle que c'est elle qui va constituer le point dur et que les croix de Saint-André elles verront pas grand-chose au niveau du contreventement. C'est la maçonnerie qui va prendre et elle n'est pas dimensionnée pour. Donc elle va pas résister. D'autant plus que le deuxième écueil à cette proposition, c'est qu'elle n'est pas chargée telle que vous le voyez. La toiture est portée par des poteaux acier. Donc vous avez 12 mètres de maçonnerie qui charge en tête. Donc autant vous dire, si en plus vous enlevez les croix de Saint-André, eh bien là, elle n'a aucune capacité, une maçonnerie non chargée n'a aucune capacité de reprise au cisaillement. Donc on invalide la proposition structurelle. S'il te plaît. Et je voudrais vous dire juste simplement que c'est un peu assez souvent que nous arrive ce type de proposition au bureau d'études, c'est-à-dire qu'on a un matériau en fait qui n'est pas nouveau, mais qui doit être réinterprété. Et je trouve que l'image du hangar métallique est un petit peu à l'image de ce pont, qui est le premier pont en fonte de fer qui a été conçu. Et ces concepteurs n'avaient en tête qu'un référentiel, une mémoire cellulaire, je dirais, de qu'est-ce que c'est un pont. Ben, un pont, c'est en pierre. Et donc, j'ai beau utiliser de la fonte de fer, je fais une arche en maçonnerie et je dessine des voussoirs en pierre, si vous pouvez en lire du coup le dessin dans la structure. Évidemment, pas de rivets, pas de soudure. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour assembler des éléments métalliques? On fait des tenons mortaises. Voilà. Donc, on est, je trouve, un petit peu dans cette phase-là dans la conception en pierre aujourd'hui, et qu'on est encore en train de rechercher une écriture contemporaine qui ait un sens culturel, social, technique avec notre époque. Donc du coup, on a fait un gymnase en pierre précontrainte. Et la plupart des personnes nous disent mais pourquoi précontraindre des murs? C'est complètement con cette affaire. Alors déjà, quelle forme avons-nous? Déjà, quel objet avons-nous entre les mains? Pourquoi on a précontraint cet édifice? Si on regarde en élévation, on a quand même un ouvrage qui fait plus de 22 mètres de portée sur 12 mètres de haut. En plan, vous voyez un petit peu les dimensions. On se retrouve, ça me fait penser moi en fait à un temple grec avec, dis-moi si tu prends mal la référence, mais bon, 5 colonnes, ça n'existe pas, mais je trouve qu'il y a une référence à ça en termes de proportion, en tout cas, la toiture à deux pans avec la croupe. Hop. Et comparons-le en termes juste pour appréhender, parce qu'on dit, voilà, pourquoi précontraindre, mais qu'avons-nous entre les mains? Si on superpose Mimoun à ce temple de, je dirais, l'âge archaïque grec, oh, ça m'énerve. Eh ben, on n'est pas si loin, en fait, en termes de proportion. Donc là, on se retrouve, on est vers moins 650 avant Jésus-Christ. Donc un temple dorique, on n'est pas si mal. On monte un peu l'âge grec, on regarde le temple de Thésée, mal nommé, mais c'est vraiment référence à choisi. Donc, pardon s'il y a des hellénistes dans la salle. 200 ans plus tard, on est vers moins 450. Et là, on retrouve des colonnes, si on considère le soubassement du temple, exactement de la même hauteur que les ouvertures proposées par Thibaut. Donc, vous voyez un petit peu dans le langage formel, et peut-être pourquoi les gens nous disent, mais complètement con, on devrait comprendre des murs. Parce qu'on a tous un petit peu en tête cette architecture-là, quelque part. Et puis, si on le regarde en plan, cette fois, bon, c'est un temple un peu particulier, avec une cella qui a absorbé le chrome noir, mais regardons ce temple d'Agrigente, on a une toute petite portée, certes de 12 mètres 30, nous on doit essayer, parce qu'ils ont du bois qui fléchit en plus, donc déjà franchir 12 mètres 30 en bois, c'est déjà un challenge à l'époque,
Mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, là, il faut qu'on franchisse 22 mètres 30. Bon, on sait le faire tranquille, facile, on a l'acier, tout le vocabulaire du PRS, du treillis, etc. Mais comment il, enfin, si on regarde maintenant l'épaisseur des murs, on est quand même sur des murs de 1 mètre pour Agrigente, alors que nous, et pour une portée de 12 mètres 30, une élévation, une hauteur de 7 mètres 85, soit un élancement de 7,85 des murs, nous, on doit se batailler avec 2 fois plus d'élancement, parce qu'on a des murs de 45, je dirais dans la hauteur libre la plus critique de 6 mètres 50 et franchir une portée de 20 mètres. Alors, on a cette charpente métallique qui est un diaphragme marine, aussi rigide soit-il, il a une certaine souplesse, qui fait qu'il constitue, on a vraiment besoin de cette charpente qui constitue une butée en tête de mur, un appui, mais cet appui, il est fixe, enfin, justement, il n'est pas fixe, il est souple, cet appui, d'où déformation de la charpente, qui sous charge le vent, sous dilatation thermique, contraction, dilatation, eh bien, va appliquer des efforts et des déplacements en tête de ce mur. Autant vous dire que si vous combinez ça sur ces 6 mètres 40 à une charge de vent, sur ces trumeaux du coup très avancé, eh bien, le moment de flexion dont on se donne le critère fixé par le code, il vaut ce qu'il vaut, je n'ai pas le temps de discuter davantage, donc je le fais très vite. Et encastré, maintenu en tête par cet appui qui bouge. Alors là, ça fait hurler le charpentier, etc. Mais je passe. Donc, quelle que soit la complexité du modèle mécanique utilisé, que ce soit un modèle RDM 2D rapide ou un modèle plus avancé, on coince, on n'y arrive pas à gérer cette sous réserve de mettre des armatures passives de manière complètement stupide, enfin en tout cas stupide, il y en a trop quoi. Et même par la précontrainte, on n'y arrive toujours pas, il faut en mettre trop. Donc l'idée vient en fait, pour absorber ces déformations en fait de la charpente, de proposer un appui rotulé en pied au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. On se prête au jeu calculatoire de modèles des modèles les plus simples jusqu'aux modèles les plus élaborés, c'est-à-dire le modèle RDM, le modèle élément fini, un modèle élément discret, pas le temps de vous dire ce que c'est, mais on en parle plus tard si vous voulez, chargé par la toiture, et on voit que en appliquant les charges de vent, on n'y arrive pas, sauf si on rajoute de la précontrainte en pied. Donc on a une articulation en pied de ces murs, vous voyez à quel point on porte à mal le modèle grec, le modèle dorique grec, ou le ionique si vous voulez, et on a un pied donc articulé, et par l'ajout de la précontrainte, vous voyez qu'on arrive enfin à sortir la tête de l'eau et à solutionner notre problème. Là où je passe, les détails ont été montrés, ça c'est ceux qui sont sortis lors de la réunion pour arriver à s'en sortir. Et on insiste sur le fait que c'est bien joli que chacun des bureaux d'études, le bureau d'études béton travaille dans son coin, le bureau d'études acier travaille dans son coin, et nous on travaille dans notre coin, et puis tu as trouvé combien toi? Ok, je rajoute ton effort sur la structure, etc. On défend l'idée que tout ça, vu qu'il y a quand même des rigidités, qu'il faut prendre en considération les rigidités de chacun de ces matériaux et des structures qu'ils constituent, il faut construire un modèle complet pour justement bien intégrer et être en mesure de mieux prédire les contraintes qu'on a dans cette maçonnerie. Donc c'est ce que vous voyez dans le modèle de gauche, et on continue d'affiner la validation de l'appareillage, des potentielles ouvertures de joints, du potentiel mécanisme de ruine, etc., sur un modèle complet aux éléments discrets. Donc vous voyez ici qui nous permet d'analyser le cheminement des forces à l'intérieur de la maçonnerie, les arcs de décharge au niveau des linteaux. Ce que vous voyez là, ici, c'est les appuis de la charpente. D'accord. Et puis, vous voyez comment les efforts se diffusent pour arriver finalement à quelque chose d'assez homogène en pied. Ça, ce sont le réseau de force. Donc, c'est le réseau de force au sein de la maçonnerie. Oui. Et on analyse également le champ de contrainte qui peut, là aussi, être confronté aux critères de l'Eurocode. Je vous passe, mais là, on voit l'un des intervenants au chantier. Donc, au final, j'espère avoir répondu très rapidement à la question pourquoi. Parce qu'on précontraint, parce qu'on a des trumeaux de maçonnerie très élancés, une charpente qui impose des déplacements en tête de mur, et un projet en exé où les fondations sont déjà coulées pour un dimensionnement d'une pierre de 25 cm d'épais. Donc la précontrainte vient là aussi être un subterfuge virtuel à l'ajout de matière, en quelque sorte, pour assurer la solidité de ces panneaux de maçonnerie. Nicolas. Ah oui, alors on parle que du volume 1, mais après il y avait le volume 3 qui est encore plus foufou parce que lui il fait plus de 27, je crois il fait 27 mètres de portée, donc tout ça est en pierre. On a des édicules ici en béton qui participent au contreventement comme le mur pierre. Donc vous rajoutez encore puis on a toujours une structure métallique en charpente, donc à la pierre, au béton, à l'acier, vous continuez à complexifier le modèle
On a un joli petit volume 4 ici, et puis là, ici, encore de la pierre sur le volume 2. Donc, voilà, il y aurait encore plein de choses à dire sur ce projet. C'est à toi, Nicolas. Ça va? Bravo. Bravo pour cette synthèse et vous pourrez revenir dessus au moment des questions, bien évidemment, pour soigner notre frustration. Allez-y. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin Nicolas encore une fois, je me représente au cas où. J'ai eu la chance d'être en charge du suivi de fabrication et de pose, de mise en œuvre des pierres sur le chantier, de participer aux études. Donc la pierre choisie, c'était de la pierre de Tervoux, une pierre historiquement utilisée, mais là dans un contexte complètement contemporain. Alors je vais répéter ce que tu dis, hein, parce que on avait des murs, ouais, effectivement, dans le bâti ancien, on avait des murs très 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 larges, des marges de sécurité, je pense qui étaient aussi assez confortables. D'ailleurs, en témoigner aujourd'hui, ils sont toujours debout. Et là, on a travaillé comme avec une épaisseur assez réduite, des pierres assez élancées et une ingénierie, là, comme vous avez vu, assez précise. Concernant l'organisation de chantier, alors on est arrivé pour faire les premières réunions de chantier. Les habitudes de construction, la logistique étaient bien présentes. Par quelle façade vous allez commencer? Alors là, j'ai dit aucune ou tout en même temps. On va poser assise par assise, pierre par pierre, quoi. Elle va passer là? Non? Je veux bien, ouais. Alors ça a embêté un petit peu tout le monde quand même parce que ça change un peu les habitudes. Donc ça a changé complètement le confort du chantier. Donc on avait fait une petite vidéo pour montrer pour le volume 1 ainsi que pour les autres volumes, c'était un petit peu la même chose. Donc pour être convaincant, on a fait une vidéo de comment allait se passer le chantier pour définir tous les espaces de stockage. Parce que on avait une logistique quand même, une logistique comme l'a dit Monsieur de Laurenti, assez conséquente. Ouais, là on a fait une petite vidéo sur 3D en simulation SketchUp. Les plans sont pas non plus, mais on y voit les zones de stockage au fur et à mesure du chantier, le montage du rez-de-chaussée. Ensuite on avait ça paraît simple comme ça. Ensuite, on a la dalle béton là, qui couvre le R+1. Alors, c'est vraiment très schématique. Donc, toujours les 3 zones de stockage. Ensuite, la pose du R+1, une partie du R+1, la suite, le chaînage béton et après le dernier acrotère. Alors, j'ai pas fait celui-ci, j'ai mis le chaînage béton puis les charpentes vraiment simulées là, hein, c'était des poutres. Elle n'est pas du tout cette tête-là, et l'acrotère pour terminer. Donc c'était vraiment pour montrer l'importance de quelque chose de simple en fait, mais c'est vrai qu'on bâtit plus ce genre de choses. Donc on avait dû faire un petit peu tout ça. Après, concernant les calpinages, si on peut revenir au plan, Marine, je sais pas. Marine, tu peux revenir au plan? Non. Concernant le calpinage des plans de calepin, alors on est arrivé à l'indice, pour ceux que ça parle, à l'indice T, c'est-à-dire à peu près 20 diffusions de plans pour les calepins pierre. Alors, je vais expliquer pourquoi. Donc là encore, c'était inhabituel aussi pour nous, pour l'architecte, pour le bureau d'études. On a eu des échanges vraiment passionnants sur le sujet. Donc ces différents échanges, ces différents changements de calpinage, avant tout, c'était pour garder un effet esthétique choisi. Et ensuite, tout positionnement des tirants dans les pierres nécessitait une contrainte de calepin, des arêtes pas trop proches des tirants, un minimum, pour préserver un maximum d'homogénéité dans la pierre.
le respect des études 20.1, évidemment le franchissement des pierres, les lancements admissibles que la pierre Terre-Vous pouvait résister, quoi. Donc même certaines ouvertures ont été bougées pour respecter un peu ce capinage et toutes ces contraintes. Donc vraiment tout le monde a mis, je dirais, de l'eau dans son vin. On a essayé de respecter l'effet esthétique et l'architecte aussi a vraiment participé aussi à la structure aussi, pas que l'idée, quoi. Concernant, bah oui, après bon, alors ça c'était pour le volume 1. On est arrivé à ces 20 échanges. Concernant le volume 3, beaucoup plus complexe et un peu plus grand aussi, plus de volume. On est arrivé à l'indice J, donc 10 échanges. Donc oui, non, on a fait des progrès. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on est arrivé à quelque chose de nouveau. On a réussi à prendre des habitudes et on a réussi à vraiment évoluer, être beaucoup plus performant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que dans la pierre massive, on n'a pas encore ces habitudes-là. Ce chantier, qui pour nous était différent chantier en fait, hein, volume 1. Ensuite, le volume 3 et 4 ont été vraiment deux chantiers différents. Et on a vu que ces habitudes ont pu être prises, même si le volume 3 était quand même sensiblement différent. Et tous ces échanges ont été assez longs parce qu'on échangeait avec le bureau d'études structure béton, charpente, plus moi les découpes dans la pierre, plus la structure et l'esthétique. Donc c'est des échanges vraiment très, très longs auxquels on n'a pas encore l'habitude. Mais on est capable de diviser par deux les échanges d'un chantier à l'autre. Ça, c'est bien. De diviser par deux, parce que c'est... Non, parce que oui, mais c'est ça. Par deux, c'est ce qu'on disait pour les députés, de réduire le temps de salive, d'aller un peu plus sur l'application des lois. Et on va vous inviter à conclure. Oui, voilà. Donc diviser par deux, c'est aussi l'avantage des chantiers. On va faire aussi comme ça. Mais ça, c'est une première aussi pour moi, donc je vais être un peu plus long. Donc après, pour en finir avec la fabrication en usine, on avait à peu près 800 mètres cubes là, de pierre. On a fait travailler nos 4 usines pour essayer de compenser un peu le retard. On a réussi à valider aussi seulement le rez-de-chaussée pour pouvoir avancer sur les études qu'on pensait assez longues, assez complexes. On n'avait pas tort. Donc on a réussi à travailler sur nos 4 sites. On avait à peu près 3 transports de pierre par semaine. Voilà. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à participer à cette aventure. C'était vraiment quelque chose de très fort pour moi. C'était un de mes souhaits de jeune apprenti de pouvoir un jour bâtir en pierre massive. Et je dirais, quel chantier en pierre massive. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, encore une fois, on va débuter le champ des questions, ce qui nous permettra peut-être de montrer quelques diapositives que vous n'avez pas pu faire. On a quelques étudiants de l'ENSA de Paris-Belleville qui sont là. C'est vrai qu'on enseigne toujours le besoin de tenir les temps de parole. Pas seulement parce que là, on est dans un colloque où on est tous ensemble avec des visions communes, mais lorsqu'on doit présenter devant des maires ou des préfets qui nous imposent des temps. Voilà. Donc, je suis désolé d'être dans ce rôle-là. Mais les diapos vont pouvoir diffuser en même temps que les questions se posent, s'il y en a. Le micro circule. Et de nouveau, on vous impose le principe de vous présenter initialement. Il y avait des diapos pour nos invités. Oui, merci. Alistair Lenchner de l'agence AREP. Est-ce que l'Office de tourisme ici des Moulineaux revendique désormais qu'il existe un temple grec moderne à visiter? Pas à ma connaissance encore, mais en effet, on nous a déjà dit que ça ressemblait pas à un gymnase ou un complexe sportif et que c'était très bien comme ça. Mais, temple grec, j'ai encore vu personne venir faire ses dévotions à l'intérieur. Bonjour, Thomas Chaokian. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la partie qui a été très rapide sur le principe de la post-contrainte? Si je comprends bien, le but est double, c'est d'avoir une articulation en pied plutôt qu'un encastrement et d'avoir de la charge verticale en plus pour la vérification à la flexion du mur, c'est ça? Avec la pré-contrainte, on va augmenter également la résistance au cisaillement. Oui, bien sûr, parce que par la charge verticale. Ouais.
Ouais, ok. Parce que le moment en pied était trop important aussi, même si on chargeait. Ouais. Ok. Ça marche. Merci. Bonjour, Pierre Bidot, Stone Masonry Company. Juste une question, c'est au niveau des coûts. Les coûts, il y a un delta assez important, bien sûr, entre le plaquage, béton, etc. Mais dans les coûts que vous avez montrés, est-ce que ces coûts pour le béton, plaquage, ce qu'on appelle maintenant malheureusement traditionnel, est-ce que cette condition de prix prend en compte les frais de gestion de tous les corps de métier pendant la longueur du chantier? C'est-à-dire que les 800 €, je crois qu'ils sont du mètre carré, est-ce que ça prend en compte les frais de gestion de l'entreprise sur chantier, les coûts d'assurance pour et le plaquage et le béton et ceci et cela? Parce que ça pourrait vite aussi augmenter ce prix qui apparaît très peu. Voilà. Par rapport au tableau que j'ai montré tout à l'heure, j'ai repris les prix bordereaux de l'entreprise. Donc, ce sont des prix hors taxe du marché qu'on a passé. Ton micro, Pierre, s'il te plaît. Excusez-moi, je travaille en Angleterre, donc on fait nos prix un peu différemment. Mais ce que je voulais dire, c'est donc ma question, c'est de savoir si les frais de gestion sont inclus dans ces tarifs déjà ou pas du tout. Ou est-ce qu'il faut les acheter pour mettre vous voyez ma question ou... Oui, non, mais ils sont réputés inclus. Oui, ils sont inclus dans rata, les assurances, la location des installations de chantier. Tout ça est inclus dans ces tarifs. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Oui, bonjour, donc Olivier Dupé, tailleur de pierre ou des rénovations. J'ai juste une question, c'est écrit, mais vous n'avez pas parlé, c'est le côté des chantiers qui sont silencieux. Oui, j'en ai pas parlé parce que oui, en effet, c'est un argument dans un quartier pavillonnaire par rapport à un chantier béton où on a des grues, des banches qui claquent, en plus après des carottages ou du marteau-piqueur, parce qu'évidemment le béton, c'est pas aussi précis que la pierre, parce qu'elle n'est pas aussi préparée finalement. La pierre, elle est arrivée calibrée, taillée et même finie dans la deuxième phase. On a même mis à finir la pierre. Donc, il n'y avait aucun bruit, en fait. Il y avait juste le bruit de la grue, une grue qui prend la pierre, qui vient la poser sur le mur. Après, il n'y a pas de bruit. Et donc, en effet, c'était assez appréciable. Peut-être vous pouvez quand même diffuser quelques photographies du chantier qui auraient éventuellement été oubliées pour répondre à Camille Giuliani et limiter la frustration du temps qui est imposé par notre colloque. Et entre-temps, des questions se préparent, si ça n'est pas déjà le cas. C'est bon, ok, très bien. Et du coup, on pose la question simultanée. Vas-y, Michel Chantier. J'avais une question à la personne qui travaille en Angleterre. Je voulais savoir s'il pose les pierres de droite à gauche ou de gauche à droite. J'en profite juste au niveau des angles. On n'a pas parlé, mais on a pour renforcer le chaînage et éviter le cisaillement, on a rajouté ces rubans de barbelés, qu'on appelle des Durfort, qui viennent évidemment augmenter l'adhérence d'une assise sur l'autre. Bonjour, Johan De Soro de Perrault Richard Architecte. Vous nous avez parlé en début de présentation justement de la pérennité et de la tenue dans le temps de la pierre massive par rapport à d'autres moyens. Deux questions à cela. La première, justement, par rapport à la post-contrainte. Sur les coupes techniques que l'on voyait, les pierres étaient carottées avec un tirant central. Y a-t-il eu un ajout de béton à l'intérieur de ce carottage? Et deuxième question, toujours par rapport à ce tirant et cette post-contrainte, y a-t-il dans le temps une certaine visitabilité? On a en effet couliné. Merci. On a en effet couliné par un coulis de pront la chambre qui restait, l'espace qui restait en fait entre les tirants
c'était un peu ceinturé bretelles, galvanisé. Mais en effet, la visibilité sera assez compliquée, Johan. Je te l'accorde. Alors, on avait enfin, pour compléter ce que tu dis, on avait un trou de 5 cm dans une pierre de 40, avec une tige métallique de 20 mm de diamètre raccordée, qu'on a tendu après coup, en poste contraint. Donc, je pense pas que l'altération sur 40 cm de pierre, 20 cm de chaque côté, le tout enrobé de ciment prompt avec un retardateur de prise. Alors, ciment prompt pour la compatibilité avec la pierre et la dureté du béton et sa finesse. Donc, ça a été fait par injection, pas par coulinage. Pour reprendre, on est vraiment injecté par le bas pour être sûr de. Avec un évent en partie haute, pour être sûr d'avoir tout injecté. Voilà, pour être sûr d'avoir tout injecté. En passant par le bas, on injectait par trois parties. On avait une injection aussi intermédiaire. On injectait du bas, on s'assurait qu'à l'intermédiaire, ça sort, et ainsi de suite pour arriver jusqu'en haut. Les têtes d'ancrage sont toujours visitables, tu vois, donc il y aura des possibilités de retentionnement si nécessaire. Merci. Ce sera la dernière dans ce cas-là. Oui, bonjour, Lucas Peretti. J'avais une question sur la post-tension. On voit sur les élévations que les tirants ne sont pas centrés sur les trumeaux. Il y a une certaine dissymétrie qui crée peut-être, j'imagine, un moment. C'est pas un problème de stabilité, ça? J'arrive pas, hein. C'est par rapport si tu regardes bien, c'est par rapport aux appuis de charpente. Si tu corrèles ça au réseau, on a une descente de charge assez conséquente sur les. Je vais y arriver. Au droit de ces appuis de charpente. Tu le vois dans la distribution du réseau de force. Là, ça ici, ça c'est les appuis de charpente, tu vois. Là. Et il fallait nécessairement on ne peut pas se mettre au droit d'un appui de charpente. Donc en fait, le calpinage, des têtes d'ancrage, il a dû aussi combiner avec ça. Donc là, par exemple, tu es sur une façade où tu as des appuis de charpente, beaucoup de charge. On va pas se coller. On va pas se coller au droit de l'appui de charpente qui diffuse, qui fait son rôle en fait de venir comprimer la façade. Donc on va se mettre là où il nous reste de l'espace. Et en corollaire de ça, par exemple, tu vois là où sur cette façade on est en pignon, il n'y a pas la descente de charge puisqu'on est sur la croupe, il y a très peu de descente de charge qui provient de la toiture. Bon, on est obligé d'en mettre 2 par pignon pour retrouver la résistance nécessaire. Merci. Merci. Encore une fois, on doit tenir le tempo. Merci pour vos interventions. Merci pour